Ce soir, bombe politique aux communes. Libéraux et néo-démocrates s'allient pour maintenir le gouvernement jusqu'en 2025. Les conservateurs fulminent. Le chef adjoint Luc Berthold est avec nous. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? À quoi s'attendre de la nouvelle dynamique aux communes? L'analyse des politologues Stéphanie Chouinard et Frédéric Boilly. Et à 6 mois des élections, un cadeau de 500 $ pour une majorité de Québécois. On décortique le budget du Québec déposé aujourd'hui avec l'économiste Alain Dubuc. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe aujourd'hui sur la colline parlementaire à Ottawa. Les libéraux et les néo-démocrates ont conclu une entente de principe qui vise à maintenir au pouvoir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau jusqu'en 2025. En vertu de cet accord, les libéraux ont consenti au NPD, entre autres, la mise en place d'une assurance dentaire pour les Canadiens à faible revenu, une loi pour mettre en œuvre une assurance médicaments d'ici la fin de 2023 et des mesures pour le logement abordable. En échange, les troupes de Jagmeet Singh s'engagent à appuyer les 4 prochains budgets, dont celui attendu dans les prochaines semaines, et à soutenir le gouvernement lors de votes de confiance. Comme il ne s'agit pas d'une coalition formelle, cependant, aucun député néo-démocrate ne siégera au sein du cabinet libéral. Le premier ministre Justin Trudeau se défend de trahir les électeurs qui ont voté NPD ou libéral à la dernière élection. On l'écoute. Le grand message que tout le monde a conclu de l'élection d'un gouvernement minoritaire, c'était que les gens s'attendent à ce que les parlementaires travaillent ensemble. Les gens s'attendent à ce que les députés puissent trouver des points en commun pour pouvoir livrer pour les Canadiens et travailler de façon constructive. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'annoncer aujourd'hui. Une capacité de travailler de façon constructive sur les endroits où on s'aligne, dans les endroits où il y a moins d'alignement entre le NPD et le Parti libéral. On va être là pour travailler avec les autres partis. Ce n'est pas du tout une carte blanche. On restait une partie d'opposition. On garde le pouvoir de s'opposer au gouvernement, de voter contre les projets de loi. Et on est prêt d'utiliser ce pouvoir. Aussi, on a des outils pour s'assurer que le gouvernement fait ce qu'ils ont promis de faire. On a utilisé notre pouvoir pour livrer les marchandises, mais on a un outil pour garantir les résultats. Et ça nous donne aussi des options de retirer notre appui. Au chapitre des réactions maintenant. D'abord, les conservateurs ont dénoncé cette entente entre libéraux et néo-démocrates. La chef intérimaire de l'opposition officielle, Candice Bergen, a affirmé que ce n'est rien de plus qu'une coalition de socialistes qui vise à maintenir Justin Trudeau au pouvoir. Alors, je retrouve Luc Berthold, chef adjoint du Parti conservateur et lieutenant politique du Québec. Bonsoir, M. Berthold. Bonsoir. Bon, on a le sentiment que les conservateurs viennent de se faire couper l'herbe sous le pied. Qu'est-ce qui vous reste comme pouvoir à partir de maintenant à la Chambre des communes? Ben, écoutez, on ne s'est pas vraiment fait couper l'herbe sous le pied parce que les libéraux et les néo-démocrates avaient déjà des ententes tacites de s'appuyer l'un l'autre. Quand c'était pas les néo-démocrates, c'était le Bloc québécois. Mais là, on vient d'officialiser officiellement le nouveau gouvernement NPD libéral. C'est ce qu'on a vu. Il y a une entente formelle, des programmes, des pans de programmes du NPD qui vont être réalisés par le gouvernement fédéral. Puis on a vu cet après-midi, on avait un vote sur une motion du NPD et tous les libéraux se sont abstenus de voter pour ne pas défaire la motion du NPD. Mm-hmm. Donc on voit que c'est pas uniquement une entente tacite comme ça sur le coin d'une table, c'est vraiment une coalition qui est devant nous maintenant. Et ça vient démontrer à quel point le NPD, qui se cherchait depuis la dernière élection, a décidé de cesser d'abdiquer, de cesser d'exister et a abdiqué sa volonté d'un jour former un gouvernement. Oui. En tout cas, c'est une entente qui vise à assurer la survie du gouvernement jusqu'en 2025. Pendant la campagne électorale, les conservateurs, vous avez dénoncé la décision du premier ministre Trudeau de déclencher des élections en pleine pandémie. Vous disiez que les Canadiens avaient besoin de stabilité. Est-ce que, justement, les Canadiens viennent aujourd'hui de gagner en stabilité jusqu'en 2025?
Non, ils se sont fait jouer, ils se sont fait flouer, les Canadiens, aujourd'hui, parce que les Canadiens avaient largement rejeté le programme du NPD lors de la dernière élection. Les Canadiens avaient dit non à un gouvernement majoritaire au premier ministre Justin Trudeau parce que, justement, les Canadiens ne voulaient pas lui donner tous les pouvoirs d'un gouvernement. Et ce sont les Canadiens, aujourd'hui, qui sont les grands perdants. La stabilité au prix d'avoir floué l'électorat n'est pas une stabilité, selon moi, parce que quand on va avoir à payer la facture de l'ensemble des mesures qui vont être adoptées par ce nouveau gouvernement NPD libéral, quand on va voir le nombre absolument épouvantable d'intrusions dans les champs de compétences des provinces qui vont survenir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, les chicanes qu'il va y avoir avec des provinces, je ne crois pas qu'on vienne gagner en stabilité du tout. Parce que, bon, en vertu de cette entente, aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé, vous le savez, à progresser vers la création d'un régime universel de médicaments et la création aussi d'une assurance dentaire pour les personnes à faible revenu. Quand même, c'est pas rien. Est-ce que vous, du côté des conservateurs, vous vous opposez à ça? Et si oui, pourquoi vous êtes contre ça? Bien, la question qu'on doit se poser, c'est où on va prendre l'argent pour payer tous ces services-là? C'est la grande question. Le programme du NPD avait été chiffré à 200 milliards de dollars lors de la dernière campagne électorale et les parties les plus importantes de ce programme-là se retrouvent maintenant dans le programme du Parti libéral du Canada. Donc, a-t-on les moyens de se doter de tous ces services-là actuellement? Est-ce qu'on pourrait appuyer les personnes les plus démunies pour avoir accès à des soins dentaires? Sûrement. Mais la question est, est-ce qu'on va être en mesure, comme Canadiens, de se payer l'ensemble de ces services-là dans une période où il y en a déjà plus d'argent à cause de la pandémie. On est dans une période d'incertitude avec tout ce qui se passe en Ukraine. On doit augmenter nos dépenses militaires parce que ce serait de se mettre la tête dans le sable de penser qu'on ne doit pas en matière militaire. Donc, la vraie question est là. Et dans cette entente-là, vous ne trouverez pas un seul endroit où on dit d'où va provenir l'argent. Connaissant les libéraux et les NPD, on peut présumer fortement que ça va venir des hausses de taxes et d'impôts de l'ensemble des contribuables. Bon, parce que vous dites que c'est les Canadiens, en fait, qui sont les grands perdants de cette entente aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement comme impact sur les Canadiens à la suite d'une telle entente, accord de principe entre libéraux et néo-démocrates? Bien, encore plus de dettes pour l'ensemble des Canadiens, encore plus, comme je l'ai mentionné, de chicanes avec les provinces parce que le programme qui a été présenté dans cette entente-là est un programme d'intrusion dans les champs de compétences provinciales. On parle en santé, on parle au niveau de l'emploi. Bref, c'est un programme qui va avoir beaucoup de conséquences. Ouais. Et surtout, je pense qu'au niveau de la démocratie, ce sont les Canadiens qui perdent parce qu'il y a un parti d'opposition qui vient de renoncer à son titre de s'opposer au gouvernement et qui va appuyer un gouvernement minoritaire, qu'importe les décisions qu'il va prendre au cours des 4 prochaines années. C'est du jamais vu. On ne trouve pas de précédent dans l'histoire canadienne d'une telle entente entre des partis politiques. Oui. C'est un coup de théâtre, bon, évidemment, politique à Ottawa qui survient alors que vous êtes en pleine course à la chefferie chez les conservateurs. Quel impact vous prévoyez que ça va avoir sur votre course au leadership? Ben moi, je ne pensais pas que la qualité des candidats de la course au leadership des conservateurs ferait à ce point-là peur aux libéraux qui décident de céder une partie de leur pouvoir au nouveau Parti démocratique. Je pense que c'est ce qui arrive actuellement. Mais il se passe quelque chose. Les Canadiens sont intéressés par la course au leadership chez les conservateurs de plus en plus. Et on voit que les opposants ont décidé de se préparer puis d'abandonner certaines de leurs valeurs, certaines de leurs principes de base pour faire face à la nouvelle équipe conservatrice qui va être en place dès le mois de septembre. Mais est-ce que vous pensez que ça vient enlever du momentum à votre course au leadership? Non, au contraire, je pense que ça vient de galvaniser les troupes du Parti conservateur. Vous savez, on se plaisait à décrire le NPD comme l'aile modérée du Parti libéral du Canada. Aujourd'hui, ils ont concrétisé leur mariage. Donc, les Canadiens ont maintenant un choix s'ils veulent défaire le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement de Jack Mincing, c'est de voter pour les conservateurs. Et je pense que la prochaine élection, même si elle est reportée à plus tard, va être très intéressante. Luc Berthold, chef adjoint du Parti conservateur et lieutenant politique du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Et autre réaction, celle du Bloc québécois. Le chef Yves-François Blanchette estime que le NPD a tout simplement confirmé ce qu'il faisait depuis déjà 2 ans, c'est-à-dire appuyer les libéraux, et qu'il vient ni plus ni moins que d'avouer sa propre inutilité. Le NPD confirme
ce qu'il fait déjà depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire voter sur commande selon la volonté des libéraux. Sans même un siège au Conseil des ministres, à la limite, je dirais, et ça nous a été précisé un peu plus tôt, sans même un veto sur ce que contiendra le budget, avec pour seul engagement les libéraux qui disent « ça va nous faire plaisir de déployer toute une série de mesures centralisatrices à l'encontre de la juridiction du Québec et des provinces. » Et pour analyser maintenant ce coup de théâtre à la Chambre des communes et ses impacts à venir, je retrouve les politologues Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's et Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a le sentiment qu'on vient de passer d'un gouvernement minoritaire à un gouvernement majoritaire de facto, je dirais. Stéphanie, jusqu'à quel point la dynamique vient de changer aux communes? La dynamique au quotidien ne va pas changer tant que ça, au sens où on sait très bien que les néo-démocrates sont le parti qui appuie le gouvernement minoritaire de M. Trudeau. C'était le cas avant les élections de septembre dernier. Ça a continué d'être le cas, surtout dans une circonstance où on vient d'aller en élection. On a été très contrarié du point de vue des Canadiens d'une élection en septembre dernier, donc on veut certainement pas se retrouver à nouveau en élection. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura un peu plus de certitude autour, d'une part, de l'agenda qui sera présenté et d'autre part, de la longueur de cet appui-là. Donc, on se dit jusqu'en 2025, tant et aussi longtemps que les libéraux font la promesse et tiennent leur promesse d'aller de l'avant avec le système d'assurance médicaments et d'assurance dentaire, on va continuer à soutenir le gouvernement. Ouais. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agit d'un accord de principe entre libéraux et néo-démocrates et non pas d'un gouvernement de coalition. Frédéric, quelle est la différence justement entre cette entente d'aujourd'hui et un gouvernement de coalition? Oui, elle est fondamentale. C'est pas simplement disons, un changement de vocabulaire qui ferait qu'on peut parler d'entente ou de coalition. On le voyait cependant ce matin où le vocabulaire justement fluctuait, certains parlaient d'entente, des fois de coalition, et pas toujours là de la part des députés ou du personnel politique. Une entente, c'est tout simplement ce que ça dit, c'est qu'on s'entend sur un certain nombre d'éléments à atteindre, un certain éléments programmatiques sur lesquels on trouve un terrain d'entente pour faire avancer ces dossiers. Et donc, les néo-démocrates s'engagent à appuyer le gouvernement pour autant qu'on fasse avancer justement ces orientations programmatiques, comme le programme d'assurance dentaire, par exemple. Alors que une véritable coalition aurait impliqué une entrée des néo-démocrates au gouvernement, peut-être avec quelques postes ministériels. C'est vraiment la différence fondamentale entre coalition et entente. Oui, parce que Stéphanie, justement, Frédéric en parle, il n'y aura pas de néo-démocrates qui vont siéger au gouvernement. Est-ce que ça vous étonne que le NPD a accepté ça? Est-ce qu'on doit s'étonner de ça? Ça peut paraître étonnant parce que on aurait pu être en mesure de s'attendre à ce que les néo-démocrates demandent un siège à la table au cabinet. L'une des raisons peut-être pour lesquelles ils n'ont pas voulu faire ça, c'est pour justement avoir la possibilité de s'extirper si les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Donc, ce qu'on va voir au lieu d'avoir un gouvernement de coalition avec des éléments de deux partis à l'intérieur même du gouvernement, c'est qu'on va avoir une table de concertation entre les deux partis qui, on se dit qu'on va se rencontrer une fois par mois, ça sera peut-être plus, on verra, où on va justement parler de l'avancement sur ces dossiers névralgiques-là, sur lesquels finalement fait pivoter toute cette entente. Mais en tout et partout, là, c'est quand même significatif que les néo-démocrates n'aient pas un siège à la table du cabinet. Oui. Sur les gagnants et les perdants, justement, parce que, bon, les libéraux sont assurés d'une stabilité, donc du pouvoir, semble-t-il, jusqu'en 2025. Les néo-démocrates obtiennent, entre autres choses, bon, vous le disiez, leur assurance dentaire pour les Canadiens à faible revenu. Frédéric, qui est le grand gagnant et qui est le grand perdant de cet accord de principe d'aujourd'hui? Ben, de prime abord, on a l'impression que les conservateurs sont perdants parce qu'avec leur course à la direction, ça laisse entendre que le prochain ou la prochaine chef ne sera pas en mesure de faire tomber le gouvernement comme on le promettait, mais de toute façon, ça ne semblait pas nécessairement être le cas. Et surtout, Justin Trudeau, qui à mon avis est peut-être le grand gagnant de tout ça, vient de reprendre le contrôle du moment politique
à savoir s'il va se présenter ou non lors de la prochaine élection. Donc, il vient de se dégager beaucoup de marge de manœuvre. Mais ça, je vous dirais, c'est à court terme. Peut-être qu'à moyen terme, les conservateurs vont être capables de récupérer davantage le contrôle, justement, du discours, parce que peut-être que ça va permettre justement aux aspirants chefs conservateurs de dire que finalement, vous voyez, ça prend un chef conservateur qui soit en mesure d'être capable de livrer bataille à maintenant ce qu'on peut appeler un gouvernement de coalition socialiste. Et là, je reprends le terme de Pierre Poilievre qui, lui, il va carrément déjà mettre sur la table que là, la gauche est réunie, et bien la droite doit maintenant se réunir également, et on laisse tomber les étiquettes de Red Tory, de vrais conservateurs, de vrais bleus, pour être capable de faire front commun contre la gauche. Ouais, Stéphanie, vous y voyez quoi comme impact sur l'opposition officielle conservatrice de votre côté? C'est certain que ça enlève un peu du vent dans les voiles des candidats et des candidates qui espéraient probablement avoir la chance, si élu chef du Parti conservateur, de tenter de défaire Justin Trudeau beaucoup plus tôt qu'en 2025. Cela dit, ça n'a pas que du mauvais, c'est-à-dire que la personne qui gagnera la course en septembre prochain aura un bon moment pour finalement être bien en selle, prendre sa place au sein du parti, travailler sur l'unité aussi du parti dont vient de parler mon collègue Frédéric, parce que c'est pas gagné d'avance. Hein. On voit que c'est déjà un combat à main nue presque entre certains des candidats dans la course. Donc, il y aura des pots cassés à réparer. Et donc, de là à 2025, ça permettra peut-être de retrouver un peu plus d'harmonie au sein du caucus conservateur. Bon, vous dites justement de là à 2025. Je veux vous entendre sur la durée de cette entente. Est-ce qu'on peut y croire jusqu'en 2025? Frédéric, est-ce que vous pensez vraiment que cette entente entre les libéraux et le NPD, ça va tenir, ça va durer jusqu'en 2025? Je serais surpris. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être autour de 2024 que les choses vont se clarifier pour Justin Trudeau. Parce que, comme je l'ai mentionné, je pense qu'il est le gagnant parce qu'il vient de reprendre le contrôle du moment politique qu'il avait perdu avec les manifestations. Et par conséquent, il pourra, parce que c'est dans la nature même d'une entente, il pourra la révoquer lorsque le moment se présentera. À moins qu'il ne décide lui-même de ne pas se présenter pour la prochaine élection. Mais justement, il regagne du contrôle, à savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour son avenir politique et donc préparer son legs également. Donc, je serais surpris qu'on se rende jusqu'en 2025. Comme je l'ai mentionné, ça serait plus, en tout cas de mon point de vue, plus probable que vers 2024, là, on trouve que ça a assez duré. Oui, ben, Stéphanie, est-ce que vous voyez ça de la même façon? Est-ce que vous pensez la même chose? Je pense que ça va dépendre de la vitesse à laquelle on est en mesure de remplir ces deux grandes promesses-là sur lesquelles tient cette entente. Pour le moment, on parle de mettre en œuvre le programme d'assurance pharmaceutique, d'assurance médicaments, seulement à partir de 2024-2025. Donc, les néo-démocrates, évidemment, ont intérêt à ne pas faire tomber le gouvernement d'ici à ce que ce programme-là soit réellement mis en œuvre. Et ça demeure un programme qui sera substantiel. Ça fait des années qu'on en parle, certainement. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites à cet effet-là, mais ça ne sera pas fait d'ici 2023, très certainement. Donc, tant et aussi longtemps, je pense que les libéraux veulent rester au pouvoir, à moins d'un cas de force majeure où ils font quelque chose d'absolument inacceptable du point de vue des néo-démocrates. Les néo-démocrates vont tenir leur bout de cette entente. Oui. Frédéric, je veux revenir à ce que vous nous disiez il y a un instant, parce que le premier ministre Trudeau l'a répété en conférence de presse ce matin. Il a l'intention de se présenter à la prochaine élection, dit-il, qui va donc se tenir vraisemblablement, peut-être en 2025, on verra. Mais quand même, est-ce qu'on doit en conclure, pour revenir à ce que vous disiez, que Justin Trudeau est en train de préparer son legs, sa succession, sa sortie de la scène politique? En tout cas, il a la possibilité de le faire avec cette entente-là, parce que, comme je l'ai mentionné, là maintenant, il a repris le contrôle de l'agenda politique, pour reprendre cette expression, et maintenant, il est davantage dans le siège du conducteur, et donc il peut préparer ses grands dossiers et donc mettre en place là où il veut
avoir un impact. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, l'entente ne mentionne pas beaucoup ou pas du tout la question des dépenses militaires, ces choses-là. Déjà, je pense qu'on peut voir certaines orientations qui vont être davantage prises par le gouvernement libéral et donc davantage en matière sociale que sur la question de la place du Canada dans le monde, par exemple, qui est pas, disons, un point fort du gouvernement libéral. Je pense que l'entente va dans une direction plutôt que ça. Stéphanie, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous comprenez de l'avenir de M. Trudeau dans ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette entente, en quelques secondes seulement? C'est certain qu'en 2022, il ne va pas nous dire qu'il tire sa révérence en 2025. Je pense que ça donne au Parti libéral la possibilité de se trouver un ou une nouvelle chef d'ici 2025 si M. Trudeau le souhaite. Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup de vos lumières et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. C'était jour de budget aujourd'hui au Québec. Le gouvernement caquiste de François Legault a déposé un budget qui prévoit ni hausse d'impôts ni hausse de taxes. À 6 mois des élections, Québec s'engage à retourner 500 $ par adulte gagnant 100 000 $ et moins, ce qui représente plus de 90 % de la population québécoise, une mesure qui vise à lutter contre l'inflation. Quant au déficit, il se chiffre cette année à 6,1 milliards de dollars après une contribution au Fonds des générations. Québec prévoit le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Au chapitre des dépenses, le gouvernement investit entre autres 8,9 milliards de dollars pour la refondation du système de santé qui a été durement mis à l'épreuve pendant la pandémie. Alors, je décortique ce budget avec l'économiste Alain Dubuc, qui est également professeur au HEC à Montréal. Bonsoir Alain. Bonsoir. D'abord, sur cette mesure phare de ce budget, le 500 $ qui va être versé à tous les Québécois qui gagnent 100 000 $ et moins, est-ce que ce sera efficace pour lutter contre les impacts de l'inflation, vous croyez? Ça va être efficace pour les gens qui ont des revenus modestes et pour qui 500 $ peuvent faire la différence. Ça, je pense que ça peut jouer. C'est beaucoup moins clair pour une partie des gens qui vont profiter de la mesure, puisqu'elle s'adresse à tous les gens dont les revenus vont jusqu'à 100 000 $. Ouais. Et c'est sans doute le reproche qu'on peut faire à cette mesure-là, c'est-à-dire il y a des gens qui sont touchés par l'inflation et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Qu'on les aide, c'est compréhensible. Qu'on le fasse de cette façon-là, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire qu'on a voulu ratisser plus large pour sans doute plaire un peu à un plus grand nombre de personnes. Et c'est vraiment le seul élément de type électoraliste qu'on trouve dans ce budget-là. Parce que, est-ce que, selon ce que vous nous dites, la mesure aurait dû être davantage ciblée pour les personnes à plus faible revenu? Oui, puisqu'on la distribue à 6,4 millions de personnes, on aurait pu dire qu'on donne 800 000 $ à 3,5 ou 4 millions de personnes, par exemple. Ou là, ça aurait pu être un soutien réel. Donc, il y a un choix politique dans le fait d'élargir la mesure à des gens qui n'en ont pas nécessairement besoin. C'est la critique qu'on peut faire. Cependant, il faut noter que cet argent, l'argent qui est consacré à cette mesure-là, ce sont des fonds non récurrents, c'est-à-dire que ça va être et qui vont être puisés dans la réserve qui a été accumulée pour l'année fiscale de 2021. Et donc, de ce côté-là, il va y avoir, on peut dire que c'est de l'argent qui était déjà emmagasiné, qui n'affecte pas les équilibres budgétaires futurs. Il y a un élément de prudence. Le fait que ça ne soit pas récurrent, c'est que ça aide pour un problème d'inflation qui est un problème immédiat et ça ne perturbe pas ou ça ne grève pas la capacité budgétaire future du gouvernement. Donc, c'est relativement prudent. Mais le fait que ça soit presque universel est une petite ombre au tableau. Oui. Donc, c'est un versement qui va être fait une seule fois avant les élections parce que le Québec s'en va en élection, faut-il le rappeler, dans 6 mois. Quant au déficit maintenant, Alain, beaucoup moins important que ce que le gouvernement québécois avait anticipé, alors qu'on vient de vivre 2 années de pandémie, qu'est-ce qui explique que les finances du Québec se soient autant améliorées en si peu de temps? 2 choses, la croissance forte, le fait que les gens consomment et l'inflation. L'inflation fait que les salaires augmentent, que les dépenses augmentent et donc la TPS augmente. Là, le prix de l'essence augmente, ça augmente les taxes. Donc, il y a vraiment l'inflation fait que
le PIB, pas réel, mais PIB nominal augmente énormément et ça augmente les revenus du gouvernement. Et ça montre aussi quand même que la base financière sur laquelle le gouvernement du Québec travaillait pendant la pandémie était solide. Il y a là-dedans un peu de l'héritage du gouvernement précédent, celui de M. Couillard, mais il y a aussi la prudence du gouvernement de la CAQ depuis le début de son arrivée au pouvoir. Et donc, de ce côté-là, la situation financière est vraiment saine pour l'instant. Et en principe, il y a un déficit de 6 milliards dans ce budget-ci, mais c'est toujours en calculant la contribution obligatoire au Fonds des générations. Sinon, le déficit aurait été autour de 3 milliards. Et il y a des provisions, entre autres pour tenir compte des risques de la guerre en Ukraine. Et donc, il est tout à fait possible que les prévisions qui donnent un coussin au ministre des Finances fassent que finalement, il n'y aura pas de déficit. Et les chiffres qu'on a là nous disent que l'an prochain, on arrive au déficit zéro. Mais on ajoute toujours le fameux 3 milliards de contribution au Fonds de génération, mais fondamentalement, le Québec se dirige vers une situation d'équilibre budgétaire. Et si on fait un lien avec l'autre grande nouvelle de la journée, c'est-à-dire l'alliance entre les libéraux à Ottawa et le NPD, on est vraiment dans une culture fiscale radicalement différente que celle qui domine actuellement à Ottawa. Ouais. C'est ça. Parce que, en fait, bon, vous parlez que les finances du Québec sont saines, tellement que, en fait, le gouvernement Legault, il va de 8,9 milliards de dollars pour la refondation du système de santé. Bon, on le sait, les mesures, les investissements pour réformer le système de santé au Québec, on les compte plus. Ça fait des années qu'on tente de réformer le système de santé. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, parce que quand même, les sommes sont importantes, ça va être la bonne? Est-ce qu'on peut croire que ce sera enfin la bonne? On ne sait pas. Et le budget ne permet pas de savoir parce que le budget nous dit voici les sommes qu'on va affecter à ceci et à cela. Et ce qui compte, c'est les résultats. On a très souvent tendance à mesurer les efforts du gouvernement en fonction des sommes qu'on consacre plutôt que des effets qu'on va obtenir. Mais dans ce cas-là, ce qui nous permet d'être peut-être un peu optimiste, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'argent dans le budget, c'est les déclarations qui sont multipliées depuis quelques semaines de la part du gouvernement, la volonté du ministre. Donc, il y a des éléments de réforme importants qui ont été évoqués, notamment le recours très prudent au privé. Mais aussi, on peut dire que très souvent, ce qui est arrivé dans l'histoire du Québec, c'est que les grandes réformes du système de santé sont arrivées à des moments où les gouvernements étaient obligés de faire aussi de grandes coupures pour équilibrer les finances. Et ce qui fait que dans 3 cas depuis 20 ans, les réformes ont été carrément sabotées par des contraintes budgétaires. Là, au moins, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas cette contrainte-là. Ça ne garantit pas le succès, mais au moins, on sait qu'on n'aura pas l'entrave d'une crise budgétaire qui sabote finalement les efforts qui ont été faits. Oui. Alain, en terminant, il ne nous reste même pas 30 secondes. Vous nous disiez tout à l'heure que ça démontre donc la différence entre Ottawa. On le sait qu'ici, sur la scène fédérale, on s'attend à un budget au cours des prochaines semaines. À quoi on peut s'attendre au niveau fédéral? À quoi peuvent s'attendre les contribuables canadiens? Ben, il va y avoir la même logique, c'est-à-dire celle d'aider les gens, mais sans le garde-fou d'une discipline budgétaire, puis en plus avec l'espèce de dynamique d'accélération que l'alliance libérale NPD peut provoquer. Et il n'y a pas cette culture de dire oui, on veut aider les gens, mais oui, il faut faire attention. Ce qui manque un côté de l'équation dans les politiques fiscales fédérales. C'est que j'ai bien hâte de voir je crains, si je regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, que ça va être encore le cas cette année. C'est à suivre donc d'ici quelques semaines. Alain Dubuc, économiste et professeur au HEC à Montréal. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 22 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.